Bonjour Jacques Ravenne, c'est Macadamran de la Gazette de Rennes-le-Château et nous sommes au Jardin de Marie à Rennes-le-Château. Bonjour Marie. Bonjour. Bonjour Jacques. Alors, tu vas nous parler un petit peu, on avait déjà eu des interviews ensemble, de ton dernier livre en fait, Les Ressuscités. Alors, dans le cadre en fait, ça se passe en 1309 à Paris, et donc c'est lié aux Templiers, au templarisme, et des méchants Templiers en quelque sorte. Tu es aguerri à cette thématique-là. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce livre-là, qui vient de sortir il n'y a pas longtemps? Alors en fait, ce livre vient d'une découverte que j'ai faite dans une chronique qui parle de l'époque de Philippe le Bel, où effectivement, quelques années après l'arrestation des Templiers, a eu lieu ce qu'on appellerait un fait divers à Mhm. l'époque, mais qui a pas mal tourmenté un petit peu la cour de Philippe le Bel, c'est le fait de voir débarquer ce qu'on appelle un ressuscité. Mhm. C'est-à-dire un chevalier proche de la cour du roi, puisqu'il s'agissait du neveu de la défunte reine de France, et qui était censé avoir disparu à la bataille de Courtrai bien des années avant, et qui tout à coup ressuscite, et que tout le monde reconnaît à un certain moment, et on le remet dans ses faveurs royales, on le remet dans ses terres, on le remet, etc. Et c'est très curieux, je m'explique, parce que dans cette époque-là, il n'y a qu'un seul ressuscité, bien entendu, c'est le Christ, Mhm. ça va de soi, et on l'accepte comme tel, jusqu'au moment où il n'y a pas un ressuscité, mais deux, mais trois, et on s'aperçoit qu'il y a une sorte de petit groupement religieux qui produit, en quelque sorte, du ressuscité, et évidemment la colère royale s'abat sur ces gens-là, et on n'en entend plus jamais parler. Et donc j'ai mis ça en parallèle avec l'arrestation des Templiers, qui se Mhm. situe juste quelques années avant, et donc j'ai imaginé un possible complot Templier basé justement sur la question de la résurrection. Et est-ce qu'on a des éléments, on va dire, dans l'histoire ou historique de ce genre de choses ressuscitées, justement, où Alors, tu t'es inspiré de quelque chose de particulier? il y a eu d'autres cas, en particulier au Moyen-Âge, en Mhm. particulier le très célèbre Martin Guerre, hein, Mhm. qui est censé partir en pèlerinage et qui revient des années après alors qu'on le croyait mort, et donc on s'aperçoit qu'en fait ce n'est pas lui. Donc c'est quelque chose qui est très rare en fait Ouais. à travers les époques, et qui là m'a interpellé parce que c'est plus vraiment un moment de crise Mhm. fondamentale. Ces époques-là, quand même, il faut bien le voir, ont une particularité, ces années, on va dire 1310. Mhm. C'est vraiment l'extinction des derniers feux du catharisme. Ouais. C'est là vraiment vers 1307 qu'on a des derniers cathars recensés. C'est le moment de l'arrestation des Templiers, mais c'est aussi le premier moment des procès de sorcellerie en Oui. France. Le plus bas que je suis remonté pour un procès de sorcellerie dans le sud de la France, c'est justement de 1307. Voilà. Mhm. Donc on voit tout de suite qu'il se met en place quelque chose, c'est-à-dire que la mécanique de l'Inquisition qui tournait euh, vraiment à fond sur les Cathares va se dévier via le roi de France sur les Templiers, et quand l'affaire Templier est réglée, bien, apparaissent une nouvelle cible qui va être effectivement la cible des sorcières, qui va connaître son acmé ensuite, On a à effectivement, au l'époque 15e, 16e siècle. des guelfes noirs avec Danton d'Algérie, tout ça, aussi dans cette époque-là, un peu. On est aussi une Ouais. époque, et c'est là où c'est très intéressant, où le politique et le religieux s'affrontent énormément, et en particulier à travers Philippe le Bel. Mhm. On peut aujourd'hui faire remonter Philippe le Bel comme vraiment le fondateur d'une laïcité à la française, c'est-à-dire le fait de s'opposer frontalement au pape. Tout l'histoire de Philippe le Bel, y compris l'arrestation des Templiers, est à replacer dans ce contexte d'une lutte incessante pour le pouvoir de justice en fait en France, entre d'un côté la papauté, qui est déjà à Avignon, et le roi de France Philippe le Bel. Et dans le roman, là, tu parles presque d'un complot diabolique, en fait, des Templiers. Enfin, tu les tournes, tu les retournes un petit peu dans un sens particulier. C'est-à-dire que l'idée m'en est venue parce que on a à la Bibliothèque nationale un très curieux parchemin qu'on appelle les Templiers qui ont fui. Mhm. Voilà, les Templiers qui ont fui, c'est une liste des Templiers qui n'ont pas été arrêtés. Et donc je me suis dit quand même, ces gens-là n'ont-ils pas été animés par un esprit de vengeance? Mhm. Et puis comme mes lecteurs le savent, je suis franc-maçon, il y a dans les lignes maçonniques, à un certain degré, des grades de vengeance directement inspirés effectivement de la question templière. Bah, de toute façon, le néo-templarisme, le RER et tout cela, ça vient du templarisme, enfin des premiers templaristes, 1307, 1700, le chevalier Ramsay, toute la lignée voilà, toutes ces Alors il y a eu une lignées-là, bascule, voilà, Andersonienne et il y a eu une bascule dans la franc-maçonnerie, ouais. quelques années, quelques décennies même à peine de l'introduction de la franc-maçonnerie en France, qui a fait tout à coup des francs-maçons, non pas les héritiers strictement
des compagnons constructeurs de cathédrales, qui était un petit peu la légende tenace de la franc-maçonnerie de l'époque, mais qui fait des Templiers, des héritiers, des chevaliers d'Orient, c'est le fameux discours de Ramsay. Et cette idée, lancée un petit peu comme ça, va avoir une postérité dans les hauts grades maçonniques absolument Michel Depsos. Bien sûr. Michel Darcos. C'est quelque chose qui va se développer et qui existe encore fondamentalement aujourd'hui. Un souchage qui a été extrêmement prolifique. Alors ton comparse, Éric Giacometti, a fait les éveillés, donc c'est un peu en miroir, un peu de Alors, les éveillés et le ressuscité. C'est du pur miroir, Voilà. c'est-à-dire qu'en fait, il s'est trouvé que cette année, au mois de juin, nous fêtions avec Éric nos 20 ans de carrière. Ouais. Notre premier bouquin, Le Rituel de l'ombre, est sorti il y a effectivement 20 ans, et on s'est interrogé un petit peu comment symboliquement traiter cette question. Et donc on a décidé de faire non pas un livre avec une partie historique et une partie contemporaine, mais deux livres séparés, l'un qui se situe dans l'histoire à l'époque donc, de Philippe le Bel, l'autre à l'époque contemporaine qu'a écrit Éric, qui est donc Les Éveillés, et évidemment au lecteur. Ça se passe au Mexique là. Voilà, ça va se passer au Mexique, ça va se passer au Vatican, ça va se passer en France, il y a effectivement Avec Michel-Ange. Bien sûr, voilà, ce personnage, certaines peintures très connues de Michel-Ange sur lesquelles Éric propose une nouvelle interprétation. Et donc l'idée c'est aussi que nos lecteurs trouvent entre les deux livres des ponts, des échos et autres petites choses qu'on a glissées à l'intérieur. Alors on est à Rennes-le-Château et tu es passionné par Rennes-le-Château depuis très longtemps. Comment t'es venue cette passion pour Rennes-le-Château? Comment elle est née et comment elle s'est développée? Alors comment elle nous est venue avec Éric? Oui, puisque même toi. En fait, oui, mais les deux sont intimement liés parce que Éric et moi, nous nous sommes rencontrés dans un lycée à Toulouse où nous étions tous les deux élèves, mais pas tout à fait dans la même classe. Et nous nous sommes rencontrés parce qu'on lisait le même livre, qui était Les Templiers sont parmi nous, de Gérard de Sède. Oui. Donc il n'y aurait pas eu Rennes-le-Château, il n'y aurait pas eu Gérard de Sède, il n'y aurait pas eu les Templiers, on ne se serait jamais croisés et nous n'aurions jamais écrit ensemble. Donc c'est le fait de revenir à Rennes-le-Château, où je ne suis pas revenu depuis longtemps, correspond aussi totalement à la rencontre avec Éric, et on avait été extrêmement marqués par le bouquin de Gérard de Sède, au point tel d'ailleurs où dès qu'on a été majeur, dès qu'Éric a eu une voiture, on a commencé à faire des fouilles à Rennes-les-Bains. C'était une époque bénie où on pouvait encore un peu fouiller un peu partout. Et évidemment, on n'a rien trouvé, ce qui fait qu'on est écrivain aujourd'hui. Et quelle est la particularité de Rennes-le-Château qui t'a le plus plu ou le plus intéressé? Alors, je dirais qu'il y a deux époques. Il y a une époque de fascination pour le trésor, bien évidemment. Pas deux époques, trois époques. Une fascination pour le trésor monétaire, le curé quand on a entre 15 et 19 ans. Voilà. La dépêche, le midi. Exactement. Quand on a 15 ou 19 ans, absolument fasciné par un trésor matériel d'une ampleur aussi grande. Ensuite, après les glissements qui ont été opérés... C'est Charon en premier, Trésor du Monde 62, qui parle aussi d'Argenie. Oui, tout à fait. C'est le premier à parler d'Argenie. Et à l'époque, tout ça est une sorte d'incubateur qui après ça va se développer de manière totalement exponentielle. Après il y a une fascination à partir des bouquins de Lincoln pour tout ce qui est la question du trésor spirituel, qui a été vraiment une grande époque. Et je crois qu'aujourd'hui, moi ce qui m'intéresse c'est les strates du mythe. C'est-à-dire qu'on a aujourd'hui cette espèce de fascination incroyable, cette chance incroyable d'assister à un mythe en construction qui aujourd'hui, via Dan Brown, est devenu un mythe totalement universel. Et ça, moi, ça me fascine grandement quand on voit comment ça, j'emploie le terme d'ailleurs à raison, déraper sur le Bigarrache, par exemple, qui est juste à côté. Quand on voit aujourd'hui que les gens qui viennent à Rennes-le-Château, c'est le féminin sacré, voilà, qui les fascine, etc. On se dit que finalement, cette histoire qui aurait pu ne jamais sortir de l'âme est d'aujourd'hui un mythe universel. Et c'est assez fascinant pour l'historien de regarder comment fonctionne ce mythe. Et je le dis souvent, là, dans une ou deux générations, ce ne sera pas des chercheurs qui prendront le château, ce seront des sociologues, voire des ethnologues. Et tu t'es intéressé aussi un peu à la résurgence d'Argenie? Alors la résurgence d'Argenie, ça fait partie de tout ce qui touche effectivement à la question templière, et de Gérard de Sède, on passe très facilement effectivement à Gisors, on en a parlé, et bien entendu à Argenie, et aussi à Montfort-sur-Argent. Ah oui, puisque Montfort-sur-Argent, voilà, pendant... il y avait Gérard Couette.
grand-père vient de 2 ans, à Montfort-sur-Argent, j'ai passé les étés à l'Orgue, que je situais juste au-dessus. Et évidemment, j'ai absolument entendu parler de cette histoire de trésors templiers. Et j'avais fait quelques fouilles dans le système de falaise qui est juste de l'autre côté de l'autoroute, juste en face de Montfort. Là aussi, ça m'avait tout à fait fasciné. Tous les ingrédients y étaient. Mais c'est là où il y a une différence fondamentale avec Rennes, c'est que ça n'a pas abouti. Non. Voilà, un mythe aujourd'hui aussi structuré et ramifié que Rennes Alors, Château. Jimmy Dieu avait écrit L'Ordre Vert, Oui, où il s'est inspiré totalement de la connerie de Montfort-sur-Argent. exact. Et puis il y a l'île des Veilleurs, pas loin, Alfred Weisen. C'est voilà, on est Alors, Comte sur Artuby. L'île on Surveilleur, est, effectivement, quand je passais mes étés à l'Orgue, ça faisait partie des endroits où on allait. Alors à l'époque, c'était encore un petit peu compliqué parce que le propriétaire de Valcroze n'aimait pas trop qu'on vienne errer un petit peu sur ces terres, mais ça faisait partie des grands mythes avec toutes les chapelles qui étaient autour. Bon, depuis, le mythe a été démythifié. Il y a un bouquin qui est sorti sur la question qui s'appelle d'ailleurs La contre-enquête, qui est très, de Thierry Garnier, qui est très intéressant et très bien fait. Ah oui, oui. Mais ça faisait partie, dans le Var, des grands lieux avec Cotignac aussi, Montfort-sur-Argent. Justement, voilà. Eridan d'Astor, dans le cycle des conférences de René Château organisé par Jean-Paul Dupontel, Eridan d'Astor dit que le Var est le miroir de l'Aude. Et il fait sur Cotignac, Tout à fait. conférences. Tout à fait. Et c'est un département d'ailleurs qui émerge de plus en plus sur ces questions-là. On a entendu parler de Théopolis aussi, qui est situé effectivement limite du Var, etc. C'est effectivement un département qui, comme l'Aude, a une tradition ésotérique profonde. Et tu t'es intéressé aussi à Montségur avec Otto Rahn, toute cette idée justement du Graal pyrénéen. Alors, Montségur, ça faisait partie. Le Salébin, bien sûr, Ron Bethléem, Ordolac. Oui, et puis les Spulgas. Les fameux Spulgas. Avec Antonin Gadal, le Graal Pierre. Le Graal Pierre. Voilà. Et quand vous êtes à Toulouse et que vous êtes adolescent, le catharisme fait partie de la culture dominante. En particulier quand vous faites des études de littérature, bon voilà, alors, ça, c'est à un certain moment on vous en parle forcément. Et donc là aussi, avec Eric, on s'était passionné alors pour un lieu un peu moins connu, mais qui est cité par Gérard de Seine, qui est Vic-de-Sauce. Oui. Et à Vic-de-Sauce, dans la falaise qui surplombe Vic-de-Sauce, vous avez une grotte avec une représentation qui serait celle du Graal qu'on est allé voir aussi à l'époque. Gérard de Seine en fait une des possibles étapes, donc des Tatars qui auraient fui avec un trésor qui serait arrêté dans cette grotte. Ça paraît fort peu probable aujourd'hui, mais c'est vrai qu'il y a toute une mythologie qui reste encore à éclaircir d'ailleurs sur le Graal pyrénéen. Le Graal Pierre de Gadal. Et d'ailleurs, dans le livre des merveilles, tu abordes un peu tout cela avec tout ce mouvement folkish, des Guido von List, Lansfeld de Fels, toute cette thématique pan-germaniste en fait. Aussi, ce qui était assez fascinant, c'est qu'à l'époque. Mémoire oubliée, oui. de Fidus, le Opener, toute cette période-là. Et surtout aussi de se dire qu'en 1930, les meilleurs connaisseurs de ces questions-là sont déjà allemands. Ce qu'on appelle les romanistes, par exemple, dans les universités, sont des gens qui connaissent parfaitement cette littérature, mais souvent en y étant tombé à partir de Franz Sessenbach. Oui. Voilà. Il y a une espèce de dérive, alors même qu'on sait que Montségur n'a été redécouvert que finalement très récemment, au XIXe siècle. Otto Rahn, on a fait un mythe moderne en fait. Il a fait connaître. On a fait un mythe absolument moderne, et les liens d'Otto Rahn divers et variés ont aussi très largement ajouté à la légende. Mais c'est vrai que c'est un dossier peu abordé ou peu connu, c'est vraiment les tréfonds peu abordé, peu mieux, et surtout qui n'a pas été encore totalement démystifié. Et puis il y a aussi beaucoup moins connu, il y a Hans von Salomon, Les Réprouvés, La Ville, où là c'est un autre penchant de cette, on va dire, une résurgence folkish, mais qui a abouti à autre chose. La révolution conservatrice. Oui, alors ça c'est une autre visée politique qui est née à partir de ce moment, dont on a retrouvé ensuite en France la trace avec Alain Benoît par exemple. Ah bah quand même, on va vers le Grèce. Voilà, on va vers de recherche, des études indo-européennes. Le Revue Éléments, etc. Et qui ont largement repris ça dans les années 70. Voilà, Éléments et aussi l'idée nominaliste en fait. Ouais, c'est vrai qu'on est tout à fait là-dedans. Berger, en fait, c'est assez curieux, mais l'ésotérisme aujourd'hui
Et quand même, on s'en rend compte, quelque chose qui est une spécificité française. Mhm. Quand on regarde bien les choses, les Cathares sont dans l'espace français, même si à l'époque, effectivement, c'est le comté de Toulouse. Le Mille-Templier se situe à ce niveau-là. Toutes les résurgences à partir d'Argy, Charroux, tout ça, Oui, c'est toujours en France. Mhm. Mais vous avez aussi Nicolas Flamel, vous avez aussi Oui. le spiritisme. En fait, toutes les grandes C'est la traditions mission sacrée de la ésotériques, France. voilà, font C'est partie l'épée d'un de, patrimoine, voilà, l'épée de Chérizet, ouais, avec le circuit. voilà, alors, si on rentre sur ce circuit. La grande épée. Ouais, là non, là il nous faut plus de temps. Et il y a une véritable appétence en fait historique pour ces questions-là qui se développent et surdéveloppent. Et là où c'est fascinant, c'est que la cristallisation s'est opérée finalement sur Rennes-le-Château, où selon les tendances des uns des autres, selon les approches des chercheurs, on retrouve finalement les Templiers, on y retrouve le catharisme, on y trouve diverses possibilités. Alors sur une conclusion, est-ce que travailles sur un projet actuellement, un nouveau livre avec Eric? Alors, on va se lancer à partir de l'automne dans l'écriture d'un nouveau roman. Ça sera d'Antoine Marcasse, qui sortira, je pense, pour le mois de mai prochain. Donc, après l'escapade de livres miroirs, on revient à la Dimension valeur spéculaire. sûre, un autre mythe, Antoine Marcasse, voilà, qui va faire revient. sa résurrection, Voilà, voilà, qui va se réveiller. très bien. Merci beaucoup Jacques. Merci à toi, Mike.